Merci de nous préférer, chers auditeurs et téléspectateurs. Vous nous regardez sur Kavi TV, canal 410 et sur la 89.5 pour ceux qui nous écoutent à la radio. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission Le Scanner. Ici, le débat est ouvert tous les matins avec notre invité de marque, Monsieur Mahmoud Touré, sociologue, analyste social et politique. Il nous aide à comprendre la Constitution, le rôle du citoyen dans un État démocratique. J'y arrive. En cette période de campagne référendaire, je rappelle que vous pouvez télécharger notre application mobile Kavi Media sur Play Store ou sur App Store pour suivre nos différents programmes. Nous aurons également des témoignages recueillis par nos envoyés spéciaux dans les régions de l'intérieur du pays sur la campagne référendaire en cours. Encore une fois, bienvenue à tous. Campagne référendaire en Guinée, moment décisif pour tous les Guinéens, mais aussi un moment qui ouvre les débats sur les enjeux de la Constitution relatifs au contenu des articles. Pour mieux comprendre, nous partageons ce plateau avec M. Mahmoud Touré, sociologue, analyste politique. Bonjour, M. Mahmoud Touré. Bonjour, Madame Kevier. Comment allez-vous? Merci pour votre disponibilité. Je vous en prie. Bonjour à vous également, Djena Boucham. Bonjour Madame Kébé, bonjour à tous. Nous allons directement nous attaquer à la lecture des articles avec vous. Sous-titre 2 du pouvoir législatif, article 91. Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement. Le Parlement est composé de deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Les membres de l'Assemblée nationale portent le titre de député, les membres du Sénat portent le titre de sénateur. Le Parlement reflète la diversité politique, socio-culturelle et l'équilibre de la nation. Il vote seul la loi sous réserve des dispositions de l'article 130. Il représente la nation, évalue les politiques publiques et contrôle l'action gouvernementale. La réunion des deux chambres du Parlement constitue le Conseil de la Nation. Article 92. La durée de la législature de l'Assemblée nationale est de 5 ans. Elle est de 6 ans pour le Sénat. Article 93. L'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent en conseil de la Nation dans des matières déterminées par la présente Constitution. Les sessions du Conseil de la Nation sont présidées par le président de l'Assemblée nationale ou en cas d'empêchement de celui-ci par le président du Sénat. Le Parlement organise une fois par an la conférence des institutions. La conférence des institutions regroupe l'ensemble des membres des institutions de la République. Merci Djena Boucham pour cette belle lecture. Alors, M. Mahmoud Touré, bien avant d'ouvrir le débat avec vous, j'aimerais annoncer que vers la fin de cette émission, nous aurons une invitée. Il s'agit de la responsable boutique de nos partenaires de Canal+, qui viendra nous parler des nouvelles offres de Canal pour le plaisir des clients. Monsieur Touré, cette fois-ci, sur les dynamiques sociales et les inégalités, certains articles droits des femmes, justice sociale, langue nationale, etc., abordent des fractures historiques. Pensez-vous que ce texte propose une réponse cohérente aux inégalités sociales ou identifiantes? Alors, merci beaucoup, Madame Kibé. Il faut le dire déjà, oui, que les textes de la nouvelle Constitution apportent des réponses véritablement cohérentes au niveau des inégalités sociales et identitaires en République Guinée. En ce sens que dans cette nouvelle Constitution, on se rend compte qu'il y a des dispositions qui nous parlent de l'égalité de tous devant la loi. Parce que la Constitution affirme en son terme que tous les citoyens sont égaux devant la loi, sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion ou d'opinion politique. Donc à ce sens-là, je pense que chaque Guinéen, chaque citoyen est libre et a le même droit devant la législation et devant la justice. Deuxième élément, c'est le droit des femmes.
Nous savons déjà qu'en Guinée, on a rappelé à maintes reprises que les femmes occupent une tranche véritablement importante de la société guinéenne. Donc, ce qui fait qu'il y a des dispositions dans cette nouvelle constitution qui parlent effectivement des droits des femmes. Parce que la constitution inclut non seulement la promotion de l'égalité, de genre, de sexe, mais aussi la protection des droits des femmes. Ce qui fait que le quota est monté de 30%. Donc, ça vous permet aux femmes de pouvoir aussi participer à la vie politique, à la vie sociale et à la vie de la nation guinéenne. Et permettre aux femmes aussi de comprendre quelles sont leurs préoccupations sont prises en compte dans cette nouvelle constitution. Il y a aussi, comme je l'ai dit tantôt, la lutte contre toute forme de discrimination basée sur le genre. D'accord ? En parlant de discrimination basée sur le genre, il y a assez de préjugés et de stéréotypes. Les préjugés et les stéréotypes que nous avons de la femme, c'est que la femme, c'est cet être-là qui est fait pour la maison. C'est cet être-là qui est fait pour les travaux ménagers. Mais avec cette constitution, avec la nouvelle constitution, ça permet aux femmes aussi de briguer à des postes de responsabilité au même titre que les hommes, si et seulement si elles ont la compétence. Hier, nous avons lu toutes les dispositions concernant le Premier ministre, le Président de la République en ce qui concerne leur pouvoir de nomination des cadres. Et on s'est dit qu'il fallait se baser sur les compétences également, et aussi sans distinction de genre, et en pensant aussi de la représentation territoriale. Et en parlant de représentation territoriale, je pense que les femmes occupent une grande place dans ce territoire-là. Donc ce qui fait que la Constitution, là, en la lisant, on voit qu'elle fait la promotion de l'inclusion. La promotion de l'inclusion dans la vie non seulement politique, mais aussi sociale du pays. Dans la vie politique aujourd'hui, pour exercer le métier de politique ou exercer des activités politiques, il n'est pas question d'être un homme. Toutes les femmes peuvent aussi briguer et exercer l'activité politique. La vie sociale aussi, on se rend compte quand on prend l'aspect économique. La majeure partie, lorsque nous parlons des bailleurs de fonds, des grands commerçants et tout ce qui s'ensuit, je pense qu'en majorité, nous parlerons que des hommes. Mais là, cette constitution donne la possibilité aux femmes d'exercer aussi des activités économiques au même titre que d'hommes et égaler les hommes, pourquoi pas dépasser les hommes. Dans cette constitution, toujours en parlant de la réponse cohérente au niveau des inégalités sociales et identitaires, il faut dire que la Constitution, je n'ai cessé de le répéter, vu que l'article en parle, c'est la décentralisation. Parce que cette Constitution donne le pouvoir aux collectivités locales de réduire les inégalités qui existent entre les différentes régions en République de Guinée. C'est fait de telle sorte que sur tout le territoire guinéen, le Guinéen, le citoyen lambda qui se retrouve partout se sent beaucoup plus à l'aise. Il a besoin de l'administration est plus proche de lui. Il a besoin d'un cadre de santé, ça y est, les hôpitaux. Il a besoin de se former, de se former en termes d'éducation. L'école aussi est, comme on l'a dit, l'accès à l'éducation est gratuite et obligatoire de 7 à 17 ans. Et aussi un soin de santé pour tous. Ce qui fait que à lire ou à observer, analyser cette nouvelle constitution, on s'en rend compte qu'elle fait la promotion de la diversité aussi culturelle. Donc fait de telle sorte que toutes les langues, toutes les cultures, toutes les religions en République de Guinée soient au même niveau d'égalité, tout en encourageant le respect et la promotion des différentes identités culturelles. Donc, beaucoup d'avantages qui sont pris en compte sur la vie sociale des citoyens. Effectivement, la vie sociale est déjà garantie par cette nouvelle constitution parce qu'on parle de la vie de société, la cohésion sociale, et l'entraide. Donc, la constitution prend en compte ces éléments pour que les Guinéens, quel que soit leur bord politique, quelle que soit leur ethnie, ou que ce soit, le citoyen se sent à l'aise et exerce ses activités, vit tranquillement et puis fonde sa famille.
Est-ce qu'on peut donc dire que cette constitution renforce la cohésion sociale? Mais écoute, tout ce que je viens de dire, ce sont des éléments déjà du renforcement de cohésion sociale, parce que la Constitution fait la promotion des droits de l'homme tout en garantissant la protection des libertés individuelles et collectives. Donc, non seulement la promotion des hommes, des droits est définie dans cette Constitution, mais aussi la protection des libertés individuelles et collectives. Donc chacun est libre de circuler sur toute l'étendue du territoire et cela est garanti et protégé par cette nouvelle Constitution. La nouvelle Constitution aussi prévoit des dispositions pour une représentation équitable des différentes ethnies et groupes sociaux dans les institutions publiques et politiques en République de Guinée. Donc tout ça, c'est pour faire la promotion de la cohésion sociale. Il ne faudrait pas que certaines institutions soient l'émanation peut-être d'un groupe ou d'une ethnie, mais toutes les ethnies qui en son sein possèdent ou renferment une certaine compétence doivent être représentées dans les instances politiques et publiques dans ce pays. Donc ce qui veut dire que pour des nominations, on se rend compte qu'au niveau même des nominations, que ce soit au poste de ministre ou au poste de responsabilité, on l'a dit, le président de la République, le Premier ministre doit tenir compte de la représentation territoriale. Donc tout ça, c'est pour réduire ou bien pour renforcer la cohésion sociale, pour éviter qu'une ethnie ou un groupe social se sente lésé ou marginalisé. Troisième élément, en parlant du renforcement de la cohésion sociale, la nouvelle constitution là renforce aussi le sentiment d'appartenance et de solidarité au sein des communautés par la décentralisation. Donc ça veut éventuellement dire que nous sommes fiers d'appartenir à une commune en République de Guinée parce que les communes reçoivent des subventions et chaque commune a la possibilité de développer tous les projets de développement allant dans le sens de la satisfaction des préoccupations des communautés de cette collectivité-là. Donc c'est un élément qui va pousser chacun à être fier de dire partout où je suis de X ou de Y, parce que les inégalités sont réduites, les communautés profitent de tout ce qui est projet de développement de leur collectivité. Donc je pense que chacun sera fier d'appartenir à une communauté décentralisée. Elle établit aussi des cadres de dialogue entre les différentes parties prenantes, y compris le gouvernement, la société civile et puis les partis politiques. Donc il y a un cadre de dialogue qui est bien défini dans cette nouvelle constitution qui permet à tout un chacun, quel que soit ton bord politique, d'être concerté. Et vous avez votre mot à dire, votre point de vue en ce qui concerne l'avenir ou le devenir de ce pays. Donc, au-delà de tout, cette constitution met l'accent sur l'éducation civique. Ce qui est important, l'éducation civique, pour aider la population à comprendre ce qu'on appelle les valeurs démocratiques à travers les sensibilisations, ce qui se fait aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire, pour que la population guinéenne puisse comprendre ce que la Constitution l'a dit, pour que la population guinéenne comprenne leurs droits et leurs devoirs, pour que la Constitution, je vais dire les citoyens guinéens comprennent ce que c'est que le devoir citoyen, les valeurs de la démocratie et tout ce qui s'ensuit. Mais à côté de cela, la Constitution interdit aussi toute forme de, comme je l'ai tantôt dit, de discrimination. Parce qu'elle vise à créer un environnement où chaque citoyen se sent respecté et valorisé. Ce qui est vraiment important pour la cohésion sociale. Lorsque vous n'êtes pas respecté et valorisé sur un territoire, je pense que c'est un élément de déchirure de la cohésion sociale. Donc, en respectant le citoyen, en valorisant le citoyen, chacun se sent à l'aise, chacun se sent chez soi. Voilà, de façon indépendante, quelle que soit ton ethnie ou ton genre ou ta religion. Donc ce texte fondateur permet le renforcement de la cohésion sociale et aussi permet aux citoyens guinéens de comprendre surtout leurs droits sur la terre guinéenne. Nous allons poursuivre avec la lecture des articles. Merci.
Article 94. La loi organique régissant chaque chambre détermine notamment la composition et les règles de fonctionnement du bureau, le nombre, le mode de désignation, la composition et les compétences des commissions permanentes, les modalités d'attribution de la présidence de certaines commissions de l'Assemblée à l'opposition parlementaire, les modalités d'application des règles de la parité et de l'inclusion, les modalités de création des commissions, les règles régissant les prises de parole, le déroulement des débats et le vote, le régime disciplinaire des membres, l'organisation des services administratifs placés sous l'autorité du président de chaque chambre. Article 95. Le président de chaque chambre est élu pour la durée de la législature. Article 96. Le Parlement se réunit de plein droit en session ordinaire unique. La session ordinaire unique commence le 5 octobre et prend fin le 15 juillet. Si le 5 octobre et le 15 juillet sont des jours fériés, l'ouverture ou la clôture est reportée au premier jour ouvré. Au premier jour suivant. Article 97. À la suite de la clôture de la session ordinaire unique, chaque chambre du Parlement peut se réunir en session ordinaire, soit à l'initiative du président de la République, soit à la demande du bureau de la chambre concernée sur un ordre du jour déterminé. La session ordinaire n'est convoquée conformément à l'alinéa précédent qu'à la condition qu'une question d'intérêt national nécessite cette réunion. La session extraordinaire est close dès que la chambre concernée épuise son ordre du jour. Merci Djenabou Tcham pour la lecture. Alors sur le changement symbolique cette fois-ci, Monsieur Mahmoud Touré, une constitution est aussi un texte symbolique. Quel signe de rupture ou de continuité culturelle percevez-vous dans ce projet? Dans quelle mesure ce texte peut-il contribuer à un récit collectif, une identité nationale partagée? Très bien. Ce texte ou cette nouvelle constitution, c'est un signe ou c'est des signes de rupture. Parce que de rupture avec les anciennes pratiques. Exactement. C'est un signe de rupture parce que la nouvelle constitution vient moderniser les institutions. Okay. Et en parlant de modernisation des institutions, la nouvelle constitution, à travers les lectures, vous avez vu toutes les lectures sur la composition, sur l'organisation et le fonctionnement du Sénat et de l'Assemblée nationale. Cela renforce à suffisance la séparation du pouvoir. Donc là, à travers cela, on voit qu'il y a une séparation pointue, accentuée sur les trois pouvoirs. Donc, et aussi parler d'une sorte, comme j'ai parlé de modernisation, je le répète toujours, ce bicaméral au niveau de l'Assemblée avec le Sénat et l'Assemblée nationale. Donc vous vous en rendez compte qu'à côté de l'Assemblée nationale, le Sénat aussi vient renforcer le pouvoir judiciaire, je vais dire démocratique en République de Guinée. Donc la Constitution, toujours en termes de signe de rupture, met l'accent sur la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Voilà. Donc désormais, tout citoyen a droit à la liberté. Tout citoyen a droit à une protection de ses droits. Et quand on parle de droit, c'est droit à la vie, droit à la liberté, droit à la circulation, droit à la santé, droit à l'éducation, droit à exercer toute activité politique et sociale, culturelle et autres, mais qui n'enfreint pas la loi. Elle met l'accent sur la participation des citoyens dans le processus politique et des décisions. Donc tous les citoyens ont la possibilité de participer dans le processus politique. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec la campagne de Ferrander pour permettre aux citoyens de pouvoir aussi faire parler leur voix. Que ce soit pour le oui ou pour le non. Ou pour la neutralité. Exactement. Je pense que tout ça, c'est une question c'est une réponse que la population nous apporte par rapport à son point de vue compte tenu de la nouvelle constitution. Donc cette nouvelle constitution prévoit, je l'ai dit à l'entame de ma parole, de la décentralisation qui va permettre aux collectivités de jouer un rôle important dans la gouvernance. Parce que en parlant de décentralisation, c'est le transfert, c'est la délégation, le transfert du pouvoir
du sommet vers le bas. Donc ça permet aux collectivités, aux maires, aux préfets, aux sous-préfets d'avoir une certaine autorité et de pouvoir participer au processus de développement de ce pays avec la concertation des communautés, des citoyens qui renferment cette collectivité-là. Donc il va sans dire que pour réaliser tout projet, quoi que ce soit, on sera obligé de prendre en compte les préoccupations des populations, les écouter, les entendre et prendre en considération leurs problèmes. Parce qu'on le dit déjà en décentralisation, en développement local et communautaire, que la population ou la communauté est la seule capable d'expliquer sa maladie. Exactement. Donc, pour apporter une solution à la maladie, il faut écouter cette communauté-là ou cette collectivité qui se sent malade. Où est-ce qu'elle se sent malade et quels sont les remèdes qui pourront aider cette communauté-là à pouvoir guérir la maladie. Donc, ce qui fait que cette constitution-là, en s'accentuant sur la décentralisation au niveau des collectivités, je pense que c'est un élément très important pour la sociologie de ce pays-là. Vous avez parlé aussi d'un signe de continuité. C'est aussi un signe de continuité parce que malgré les réformes dans cette nouvelle constitution, et certaines dispositions reflètent toujours les valeurs, et notamment ce qui concerne la famille, la communauté et les relations interpersonnelles qui sont maintenues. Ça a existé avant cette constitution en République de Guinée. La constitution vient renforcer les liens familiaux, renforcer les relations collectives, renforcer les relations communautaires, les relations interpersonnelles entre les Guinéens en Guinée pour le bonheur de la Guinée et de tout le monde. Donc ce dynamique-là, ou je vais dire ce dynamisme-là politique et le lutte des pouvoirs peuvent rester similaires parce qu'en parlant de campagne référendaire, c'est toujours la même procédure. Il faut consulter la population, il faut ensuite écrire la constitution, il faut revenir sensibiliser la population, surtout prendre en compte leurs préoccupations. Il faut leur donner la possibilité de partir voter. Il n'y a pas de voter, il n'y a pas de manière de voter, ça n'a pas changé. C'est la même procédure de vote, c'est les mêmes campagne de référendaire et ça veut dire que ces éléments sont restés intacts. Donc c'est ce qui explique que cette nouvelle constitution est non seulement une rupture avec les anciennes pratiques qui détruisaient ou qui empêchaient la population guinéenne de donner leur point de vue, qui ne permettaient même pas les hauts responsables de déclarer leurs biens. Donc aujourd'hui, chacun a la possibilité, lorsque vous occupez un haut poste de responsabilité, notamment le président de la République, le Premier ministre et tous les membres du gouvernement, vous déclarez vos biens avant. Et après, vous déclarez le bien devant l'Assemblée nationale, devant le Sénat. Et le Sénat aussi a la possibilité de choix aussi, de point de vue par rapport à la nomination des hauts fonctionnaires. Donc tout ça, c'est des innovations et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est des ruptures avec les pratiques du passé. Mais continuité parce que le président, c'est le président qui nomme le Premier ministre. Le Premier ministre, en retour, forme son gouvernement et soumet au président de la République qui valide. Et chacun nomme. Donc ces nominations, je pense rien n'a changé. Mais ce qui a changé, c'est que les nominations doivent tenir compte de la probité, doivent tenir compte de la compétence et doivent tenir compte aussi de la représentation territoriale du pays. Donc ça c'est important, c'est une manière de lutter contre toutes sortes d'inégalités, c'est une manière de lutter contre toutes sortes d'ethnocentrisme et de permettre à toutes les communautés en République de Guinée de se ressentir dans le futur gouvernement. Voici pourquoi le slogan, je pense qu'on l'écoute partout, une constitution qui nous rassemble et qui nous ressemble. Voilà. Donc, en ce texte fondateur, la continuité, les renforcements et aussi les ruptures. Effectivement. Exactement. Voilà. Merci pour ces éclairages, M. Mahmoud Touré. Nous allons nous tourner vers Djena Boucham pour la continuité de la lecture.
Article 98. Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote au sein de chaque chambre est personnel. La délégation de vote est autorisée dans les conditions définies par le règlement intérieur de chaque chambre. Article 99. Les séances de l'Assemblée nationale et du Sénat sont publiques. Chacune des deux chambres peut, par un vote à la majorité simple des membres qui la composent, décider de tenir des séances à huis clos. Le compte-rendu intégral des débats est publié au journal des débats de chaque chambre. Article 100. Le député et le sénateur, pendant la durée de leur mandat, ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés en raison des opinions ou des votes émis dans l'exercice de leurs fonctions. En période de session, ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés en matière pénale qu'avec l'autorisation de la Chambre dont ils sont membres. Lorsque le crime ou le délit est commis hors session, l'autorisation est donnée par le bureau de la Chambre compétente. L'autorisation n'est pas requise en cas de crime ou de délit flagrant. Dans ce cas, le bureau de la Chambre concernée en est informé dans un délai n'excédant pas 24 heures. Alors, nous allons partir sur les usages sociaux du droit. Okay. Dans les sociétés où la loi est parfois perçue comme distante, pensez-vous que ce texte a une chance d'être approprié par le citoyen? Merci, Madame Kébé. Il faut le dire qu'avant cela, il faut dire que cette nouvelle constitution vise à construire une identité nationale partagée. Avant de parler de l'appropriation des citoyens de cette nouvelle constitution. En parlant d'identité... ce texte contribue à un récit collectif, vous voulez dire? Effectivement, une identité nationale partagée. Effectivement, c'est ce que je vais vous faire comprendre. Exactement. Par les principes d'égalité et de non-discriminatoire. Donc, de tous les citoyens devant la loi, de façon indépendante, quelle que soit leur origine, leur religion et puis leur statut social. D'accord. Deuxièmement, en parlant d'identité nationale partagée, il faut dire que la nouvelle constitution reconnaît la diversité culturelle et linguistique du pays. Et cette reconnaissance de la diversité culturelle et linguistique du pays favorise une identité nationale inclusive. C'est vraiment important. Ça veut dire que toutes les langues, on le dit déjà, les langues aujourd'hui sont devenues des langues officielles. D'accord. Donc, en parlant de langue officielle, il n'y a pas de discrimination linguistique. Troisième élément, il faut dire que la nouvelle constitution, en parlant d'identité nationale partagée, la nouvelle constitution fait la promotion des droits humains. Et cette promotion des droits humains vise à créer un environnement où tous les citoyens se sentent respectés et valorisés. Donc, ce qui est essentiel pour forger toujours cette identité nationale et commune collective. Et la Constitution sert de base pour tout programme d'éducation civique, de sensibilisation des citoyens et aussi de droits et devoirs de chacun de nous. Donc ça, ce sont des éléments importants pour l'unité nationale. La Constitution vise à contribuer à la stabilité politique. Chose importante parce qu'on ne peut pas parler d'identité nationale partagée s'il n'y a pas de stabilité politique. Donc la Constitution vient stabiliser la vie politique en République de Guinée. On a écouté avec tous ces articles-là qui ont été lus tout à l'heure. Donc on aura une gouvernance stable qui pourra réduire toutes les tensions ethniques et aussi favoriser la cohésion sociale. Alors, pour revenir à la question d'appropriation de cette nouvelle, la chance d'appropriation de ces textes par les citoyens, il faut dire que ça, c'est si éventuellement la Constitution a été élaborée de manière inclusive. Et à l'écouter, à suivre véritablement la progression de ce processus-là, nous savons déjà que la Constitution, avant l'écriture, la rédaction de cette Constitution, il y a eu d'abord une concertation. Okay. Jusqu'au niveau de la rédaction. Donc il va sans dire éventuellement que si cette Constitution a été élaborée de façon ou de manière inclusive, avec la participation de tous les citoyens, des groupes sociaux et de la société civile et des partis politiques, oui. Et elle a
de meilleures chances qu'elle soit perçue comme légitime et appropriée par toute la population. Donc, la population a plus de chances de s'en approprier parce que la population va se ressentir dans cette nouvelle constitution parce qu'elle sera l'émanation de la vie sociétale. Ensuite, un deuxième élément, la diffusion d'informations sur la nouvelle constitution et aussi son impact sur la vie quotidienne des citoyens est vraiment important. Okay. Est-ce que cette constitution-là, pour que la population s'en approprie, pour que la population fasse de cette constitution son document fondateur, c'est si et seulement si la population s'en rend compte que cette constitution a un impact positif sur sa vie et sur leur vie quotidienne. Ce sont ces éléments qui vont permettre à la population d'en faire de cette population un objet même de citation dans tout ce qu'ils feront. Vous pouvez donc dire que c'est bien le cas? Dans les textes, c'est le cas, mais vu que ce n'est pas encore approuvé, ce n'est pas encore le vote du 21 septembre, n'est pas au soir du 21 septembre ou au lendemain du 21 septembre, quand on va constater la mise en œuvre des différents articles et que la population constatera que c'est véritablement ces éléments-là sont en train d'être mis en œuvre ou pris en compte, je pense que la population va s'en approprier parce qu'on parle de l'éducation gratuite et puis obligatoire. Si on s'en rend compte que l'éducation, pour que la gratuité de l'éducation se passe, si cela est le cas, je pense que les populations pourront témoigner. On parle de la santé pour tous. Donc ça veut dire que dans toutes les confrères de la République de Guinée, toutes les collectivités, quand on va s'en rendre compte que les hôpitaux existent et que les populations bénéficient des soins nécessaires, je pense que les populations vont en témoigner. Quand on s'en rendra compte qu'on pourrait circuler librement en République de Guinée, on pourrait critiquer librement en République de Guinée, on pourrait dire notre point de vue librement en République de Guinée, on va s'en approprier. Il faut dire aussi que si les citoyens estiment ou ils pensent que le processus est transparent et puis juste, ils seront plus à même d'accepter la Constitution. Donc, quand il y aura une bonne transparence et qu'on s'en rend compte que tout se fait de façon juste, je pense que la population va s'en approprier cette nouvelle Constitution. Donc, c'est dit que si la nouvelle Constitution répond aux préoccupations et aux aspirations des citoyens, de manière à ce que les droits humains, la justice sociale et la participation politique est favorisée, ça serait une bonne appropriation de cette nouvelle Constitution. Donc à ce niveau, vous parlez de la mise en œuvre des articles de la Constitution. Oui, c'est la mise en œuvre, c'est l'applicabilité de ces articles-là dans la vie sociale, dans les institutions politiques et publiques, qui en retour les citoyens verront un impact. C'est l'impact là qui sera perçu par les citoyens qui va pousser les citoyens à s'approprier cette nouvelle constitution. Et on connaît ce dont les citoyens guinéens en ont besoin. Donc c'est la satisfaction des besoins primaires. Lorsque les besoins primaires sont satisfaits, ou appelés les besoins fondamentaux, sont satisfaits, je pense que tout de suite, les populations vont s'en approprier. Et c'est un appel que nous faisons aux futures nominations, un appel que nous faisons aux différents codes de véritablement intérioriser les compétences là développées dans cette constitution qui interpellent, qui appellent que tout citoyen qui occupe un grand poste de responsabilité, vous avez une redevance auprès de la population. Parce que c'est la population qui se sent dans cette constitution, qui a voté pour cette constitution, ou oui ou pas, et vous en retour, quand vous bénéficiez d'une nomination, vous devez en retour faire face aux attributs, aux obligations et aux responsabilités qui vous sont siennes.
D'accord. Voilà. Alors, Monsieur Touré, une dernière question avant d'aller avec les vidéos de l'intérieur du pays envoyées par nos envoyés spéciaux sur la campagne référendaire. Dites-moi, comment faire en sorte que ces textes de la Constitution deviennent un outil d'émancipation et non une abstraction? Et pour que ces textes de cette nouvelle Constitution soient un outil d'émancipation, il est important ou il est essentiel de mener des campagnes de sensibilisation allant dans le sens de l'information, de la sensibilisation et de la formation de la population sur les droits et les devoirs qui sont inscrits dans cette nouvelle Constitution. La population doit savoir quels sont leurs droits et leurs devoirs que la Constitution protège ou défend. Et est-ce que réellement c'est ce véritable droit que la population vit qui est développé dans cette Constitution? Si oui, je pense que ça serait une émancipation. Une émancipation parce que la population serait pressée à ce que nous finissons la campagne là, les élections, pour aller à l'essentiel. Ils seront pressés. Ouais. Deuxième élément, il faut encourager la participation des citoyens de façon très active dans le processus politique et décisionnel s'il le faut. Donc il faut pousser les populations à s'intéresser à la chose politique parce que la politique est sociale. La politique est sociale. Donc la politique concerne la population, la politique concerne le peuple, la politique concerne les citoyens. Donc si en retour les citoyens ne s'occupent pas de la politique, les citoyens ne s'intéressent pas au processus politique, je pense que le processus serait biaisé. Ça serait biaisé parce qu'on ne pourra pas respecter toutes les dispositions qui sont dites en ce qui concerne non seulement les élections, le pouvoir politique, le pouvoir public et tout ce qui s'ensuit. Parce que la population ne saura pas quoi faire. La population ne pourra pas prendre part au pouvoir ou au processus de décision parce qu'on ne sait pas. Parce que pour décider, il faut savoir. Voilà, quelle est la problématique, quel est le problème et quelles sont les différentes solutions à apporter pour la résolution de façon inclusive et systématique de X ou de Y en termes de problèmes. Donc, et ça, on pourrait le faire, cette participation active des citoyens peut se faire à travers les forums de discussion. Il faut que sur toute l'étendue du territoire, on organise des forums de discussion. Des discussions d'abord au niveau des jeunes pour comprendre les problèmes de la jeunesse. Comme je l'ai tantôt dit, seule la jeunesse pourra expliquer ce qu'elle veut. Donc, il faut écouter les jeunes dans leurs préoccupations. D'un autre côté, il faut écouter aussi les femmes, parce que c'est les deux couches les plus importantes dans les pays en voie de développement, notamment la Guinée. Donc, il faut écouter les femmes et prendre en considération leurs préoccupations. Mais à côté des femmes aussi, il y a des personnes âgées. Il faut aussi les écouter. Parce qu'on est jeune aujourd'hui, on est né enfant, on est jeune, on ne va pas mourir jeune. C'est le principe de la négation de la négation. On naît, on grandit, on meurt et on laisse les traces. Donc ça veut éventuellement dire qu'il y a le principe de la durabilité qui est là. Donc il faut développer le concept de la durabilité dans tous les aspects de la vie sociale, politique, économique, culturelle dans ce pays. Il faudrait que, comme les objectifs de développement durable, les ODD 30 le disent, le développement durable là, doit être un principe fondateur, un principe de base dans tous les secteurs. Il faut de telle sorte que tout ce qu'on fait, on pense à l'avenir. Tout ce qu'on fait, on pense que le jour où mon fils ou mon petit-fils sera là où je suis, il en profite au même moment que moi. Donc, il ne faudrait pas que pendant que je suis là, je détruise. Parce que quand je détruis, quelques décennies après, mon fils ou mes petits-fils viendront, ils entendront qu'il existait quelque chose, mais ils ne verront pas, ils ne sentiront pas, ils ne bénéficieront pas. Donc, ça, c'est un élément qui est important, qui peut être un élément d'émancipation de la population. Il faut discuter. Et c'est ce que j'appelle, c'est une campagne de consultation publique qui peut se faire. Ça permettra aux élus locaux, ça permettra aux citoyens
de dire à haute voix ce qui l'inquiète. Exactement. Aux autrui. Donc, ça veut dire qu'il faut éviter, il faut limiter les barrières entre les autorités là et puis la population. Troisième élément, en ce qui concerne, pour que ces textes de cette nouvelle constitution soient l'émanation de la population, il faut assurer du fait que les institutions chargées de faire respecter la Constitution soient indépendantes. Parce que les institutions qui sont chargées de faire respecter la Constitution, de la présidence jusqu'à la petite institution, s'il n'y a pas d'indépendance, je pense que ça serait difficile que la population soit émancipée à travers cela. Parce qu'il n'y a pas de... Quand il n'y a pas d'indépendance, il va s'en dire qu'ils pourront gérer difficilement. Il faut que ces institutions soient transparentes. La transparence, là, voudrait que ces institutions rendent toujours compte à la population. La transparence voudrait que les institutions, la population ait toutes les informations en ce qui concerne, que ce soit le budget, le fonctionnement, l'évolution, les projets et tout ce qui est mis en place dans ces institutions-là. Il faut que ces institutions soient efficaces. Il faut développer l'esprit de la compétence. Et même en administration publique, nous, on parle de la gestion axée sur le résultat. Donc, il faut les résultats. Il faut que tous les managers, tous les dirigeants soient focus sur le résultat. Et pour atteindre le résultat, il faut développer l'esprit de compétence, d'efficacité et de probité morale. Toujours en parlant de l'émancipation comme un outil d'émancipation par cette constitution, ça va faciliter l'accès à la justice pour tous. Voilà, donc en partie, tout le monde aura la chance, le droit d'être jugé de façon équitable et de façon égalitaire. Donc il va pas y avoir une justice des pauvres, une justice des riches, une justice des forts, une justice des faibles. Donc tout le monde pourra bénéficier. Et ça va empêcher les forts de piétiner les faibles. Et ça va encourager les faibles aussi d'aller vers les autorités judiciaires, parce que quand on pense aller vers les autorités judiciaires, vous êtes faible, vous avez déjà peur, parce que vous vous dites déjà que ces autorités judiciaires là, il faut les payer cher. D'accord? Exactement. Donc, en pensant déjà à la cherté de leur service, d'aller vers eux, on abdique, on abandonne déjà aux mains des riches. Oui. Voilà. Aussi, la nouvelle constitution, pour qu'elle soit véritablement un outil d'émancipation de la population, elle doit être un élément d'accompagnement. Donc, elle doit être un élément qui vise à accompagner la population pour garantir tout ce qui est droits sociaux, économiques. En parlant de droits sociaux, on parle de la gratuité de l'éducation, de cette éducation qui est obligatoire. Mais quel est l'accompagnement qui suit ça? Donc ça, c'est déjà important. C'est vrai, je vais mettre mon enfant de façon gratuite, mais dans quelle école? C'est la question qu'il faut se poser. Voilà. Donc là, il y a un travail de fond à faire derrière. D'accord? Parce qu'à l'intérieur, on s'en rend compte que la qualité de l'établissement qui, à l'intérieur, c'est un souci. C'est vrai, l'école peut être très gratuite, mais est-ce que je vais mettre mon enfant sur des souches de bois, des écoles en gare? Je vais mettre mes enfants qui sont assis dans une salle où l'intempérie est là. Je ne vais pas oser exposer mon enfant. À même le sol. À même le sol. Donc, pour que l'école pour qu'on encourage la population à amener leurs enfants à l'école, il faut construire des écoles dignes de nom. Exactement. Et aujourd'hui, on s'en rend compte qu'à Conakry, précisément, vu qu'à l'intérieur, il n'en a pas assez d'écoles privées. Et même à Conakry, quand on parle il y a beaucoup d'écoles et d'institutions privées, mais il y a un problème financier qui est là. Exactement. Donc le problème financier, il est crucial. Donc ça veut éventuellement dire que pour encourager nos parents, aussi analphabètes, aussi pauvres, qui veulent voir leurs enfants aussi intellectuels et avoir des connaissances intellectuelles,
mais il faut que nous soyons en mesure de développer la qualité de l'école publique. Fait de telle sorte que l'école publique challenge l'école privée. Là, on sera la facilité, la gratuité là sera effective. Voilà. Donc, il faut dire, en parlant toujours de cela, on a parlé aussi de la santé. La santé aussi également. Oui. Hein? Donc, il faut que nous soyons en mesure d'encourager les médecins à respecter le serment d'Hippocrate là. D'accord? Parce que dans les hôpitaux aujourd'hui, nous savons ce qui se passe. D'accord? Donc, il faut encourager, peut-être, même s'il faut financier, sur le plan financier, s'il faut subventionner quoi que ce soit, mais il faudrait que la santé soit la chose primordiale. Exactement. Il faut qu'on privilégie d'abord la santé avant l'argent. D'accord? Et non le contraire. Sinon, généralement, les patients meurent avant même qu'on ne prenne soin d'eux. Monsieur Mahmoud Touré, consultant, sociologue, analyste politique, merci pour ces éclairages que vous apportez relatifs au texte fondateur de la Constitution. Comme je l'annonçais tantôt, nous allons partir avec des témoignages de l'intérieur du pays par rapport à la campagne référendaire, des témoignages envoyés par notre envoyé spécial Abdallah Kamara. Le gouvernement ne les a pas oubliés. Quand on va venir à Dabola, on va toujours venir à Kindoy, malgré les difficultés. On connaît les difficultés. Nous allons travailler avec les départements sectoriels concernés pour essayer de résoudre ces difficultés. En ce qui concerne le référendum, on les a expliqué le but et l'avantage de ce référendum, qui est extrêmement important pour la femme, pour la jeunesse, pour les sages, pour l'éducation de notre pays. On les a aussi expliqué. Aujourd'hui, Kindoy est à 100% du retrait des cartes d'électeurs. Ils ont récupéré toutes leurs cartes d'électeurs, mais ça c'est le premier pas. Le deuxième, c'est de savoir où vous allez voter. Votre bureau, là où vous allez voter. Le troisième, comment voter. On les a expliqué de voter soit avec un croix ou avec une encre, le doigt, et mettre au milieu de oui. On les a expliqué, ils nous ont promis, avec Madame l'infatigable, la sage de notre mairesse qui nous a accueillis aujourd'hui. Et d'ailleurs, on les a aussi parlé du rassemblement de l'après-demain, le jeudi, à Dabola. Parce que le Farana a donné l'honneur à Dabola pour faire la clôture de cette campagne référendaire. Nous quittons satisfaits, nous quittons encouragés, nous quittons motivés à Kindoy pour aller faire les autres sous-préfectures. On les remercie pour leur engagement, leur accueil chaleureux, mais aussi accueil spontané aux idées de la République pour la stabilité de notre Guinée, mais aussi le futur développement de la Guinée. wala mubaraka donal fe 100% de kinde ka fo ministre en kelente mbara sila tamba ende ma millani o ka abara nasila 100%. Dans le cadre des objectifs de la coordination des ressortissants pour la région de Farana, nous avons fait un travail très important au niveau de Dogomé pour faire en sorte que le oui l'emporte largement. Et donc, nous avons commencé par encourager à ce que les militants retirent les cartes. Et pratiquement tout le monde a retiré les cartes. Parmi les 14 000 et quelques, tout le monde a retiré les cartes. Il n'y a pas de cartes non retirées.
les cartes d'électeurs, je veux dire. Donc les chances sont là. D'abord, nous avons commencé par la vulgarisation de la Constitution. J'étais au cœur de la vulgarisation de la Constitution pour la préfecture de Dogomé. Et donc, en ce qui concerne le rabattage, nous avons d'abord rassemblé tous les présidents de district et leurs adjoints. Il y a eu une sensibilisation très forte et puis il y a eu le porte-à-porte puisque le président de la délégation et le sous-préfet et les conseillers, ils ont fait le porte-à-porte dans tous les districts de la sous-préfecture. Donc logiquement, en termes de rabattage, nous pouvons dire que le résultat est très probant. Mes impressions, c'est que je ressens une euphorie de fête quand j'ai vu toute cette foule massée au stade omnisport d'Arfa Moussaïa pour accueillir notre grand frère, un fils d'Abola, le ministre Ismaël Nabé, accompagné de mon grand frère, le DG de Fabgaz. Et les sentiments, ce sont des sentiments de joie. Et c'est un sentiment, comme je disais, je ressens une euphorie de fête pour deux raisons. La première, c'est qu'Arfa Moussaïa aujourd'hui à 99,7% de retrait des cartes d'électeurs, ce qui est une très très bonne chose parce que comme vous savez on ne peut pas voter sans les cartes d'électeurs. Pourquoi nous n'avons pas eu les 100%? C'est que malheureusement nous avons eu des cas de décès, donc, ce qui est tout à fait normal. Donc nous considérons aujourd'hui comme s'il y avait 100%. Donc sentiment de joie, sentiment de satisfaction parce qu'il y a un retrait massif des cartes d'électeurs et aussi il y a une chose qu'on a eu à faire grâce justement à l'appui de M. Ismaël Nabé et aussi du frère DG de Fabgaz qui nous ont permis de recruter 40 rabatteurs dans la sous-préfecture d'Arfa Moussaïa qui ont fait le rabattage, la campagne de porte-à-porte. Ils sont passés voir nos mamans, nos sœurs, nos frères, nos papas pour leur expliquer comment exécuter le vote. Parce qu'il faut savoir que notre adversaire, c'est le bulletin nul. Et pour qu'il y ait moins de bulletins nuls, ou en tout cas quasi nuls, de bulletins nuls, c'est de leur expliquer comment voter afin que voilà, cette constitution puisse passer. Nous leur avons expliqué que tant que la constitution ne passe pas, nous n'allons pas sortir de la transition. Nous voulons sortir de cette transition pour justement le décollage socio-économique du pays, bien évidemment grâce au leadership de notre président général Mamadi Doumbouya. Alors, Monsieur Touré, nous avons visionné ces témoignages en français et dans nos langues nationales. Quel est votre avis? Écoutez, comme vous le dites, la campagne se fait non seulement en langue nationale, mais aussi en français pour permettre à toutes les tranches la position de comprendre. Et lorsque nous regardons ces campagnes, nous pouvons parler ou faire porter l'analyse sur la stratégie qui est menée en place. Parce que la campagne, on va se dire, il n'y a pas une campagne à côté qui parle du non. La majeure partie des éléments de campagne là sont les partisans du oui. Voilà, donc on ne pourra que parler d'eux. Donc les partisans du oui pour cette campagne référendaire du 21 septembre, on s'en rend compte qu'ils ont adopté une stratégie de mobilisation de masse. Donc il y a tout de suite la mobilisation de masse à travers les meetings et les rassemblements. Donc mobiliser toute la population pour leur expliquer les avantages du projet de nouvelle constitution. La deuxième stratégie que nous observons à travers ces images, ça a été dit, c'est la stratégie de porte-à-porte. Donc ils sont passés de porte-à-porte pour sensibiliser les électeurs et expliquer le processus de vote. Donc sensibiliser les électeurs et pour que chacun sache comment voter, où voter et pourquoi voter. Donc et vous les avez entendus qu'au-delà de 100% avec les cas de décès, ils puissent dire qu'ils feront un résultat de plus de 90%.
Donc, ça veut éventuellement dire que leur stratégie de porte-à-porte, ils pensent que cela pourrait réussir. Et dans ces campagnes, on voit beaucoup plus une explication de ce projet. À écouter tous ces acteurs qui sont là, ces acteurs ne parlent que d'une voix, c'est-à-dire les articles de ce projet de nouvelle constitution. Et ces articles, en retour, ils expliquent l'importance de ces articles-là pour la vie en société, les avantages que la société en gagne, les opportunités que la société en aura. Voilà, donc là, c'est vraiment important. Donc, merci. Ça veut dire, pour terminer, les mots-clés de ces campagnes de sensibilisation ou des campagnes référendaires, c'est la consolidation de cette nouvelle constitution. C'est expliquer l'état de droit et les libertés fondamentales et aussi parler du développement économique, social et de la stabilité politique. Merci M. Touré. Je l'ai annoncé à l'entame de cette émission. Notre invitée de Canal+, Madame Kadiatou Chérif Diallo, déjà installée confortablement dans ce studio. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Madame Cabal, bonjour Monsieur. Bonjour, très bien chez vous. Merci. Alors, quelles sont les nouveautés chez Canal+? Bon, actuellement, vous savez, chez Canal+, il y a toujours des nouveautés et de la générosité. Donc, nous sommes en plein booster qui est le Back to School et nous tendons vers la fin, le 26 septembre. Donc, là, le décodeur, il est juste 40 000 francs et l'installation, elle est offerte à partir de la formule d'évasion. Et tout acte de réabonnement, la personne va bénéficier de tout canal pendant 15 jours. Et le nouveau tout canal, la formule de tout canal qui est enrichie avec l'arrivée de Netflix et le DSTV qui était une option et qui est maintenant gratuite avec le nouveau tout canal. Déjà, les abonnés, ceux qui sont déjà abonnés, qu'est-ce que vous proposez? Ceux qui sont déjà abonnés, s'ils se réabonnent, s'ils arrivent à faire un acte de réabonnement, ils vont bénéficier de la formule de tout canal pendant 15 jours. Que ce soit un client d'Access, un client qui a l'habitude de payer 84 000, quand il fait un réabonnement, sur la même formule, il aura la formule de tout canal pendant 15 jours. Et ainsi de suite, que ce soit Évasion, Access Plus, ils vont bénéficier de tout canal. Et les clients de tout canal, eux, déjà, ce sont des clients VIP. Donc, quand ils arrivent à faire un réabonnement, ils ont l'option English qui était une option. Maintenant, c'est inclus, c'est gratuit avec le canal. Les chaînes de Super Sport. D'accord. Et à l'arrivée aussi de Netflix sur le tout canal, ils ont droit à un compte Netflix. C'est quoi le décodeur connecté? Le décodeur connecté, vous savez, actuellement, la technologie a tellement avancé que Canal+ a pensé à ses abonnés. Donc, c'est un décodeur qui est hybride en un mot. On peut l'utiliser à l'antenne, il peut marcher à l'antenne comme à la connexion. Donc avec ce décodeur, il y a la continuité des images. Par exemple, s'il pleut, vous pouvez basculer vers la connexion, vous avez permanemment les images. Et avec ce décodeur, vous pouvez faire un replay, un retour en arrière. Vous qui passez toute la journée au bureau, là vous rentrez à la maison, vous avez une émission qui est déjà passée. Donc vous pouvez faire juste un replay, un retour en arrière pendant 8 heures de temps et vous suivez l'émission qui est déjà passée. Et avec ce décodeur, vous pouvez mettre la pause sur le direct, comme le match qui est passé hier avec le Real. Donc vous avez un petit empêchement, vous pouvez juste mettre la pause, aller. Après revenir. Est-ce que cela fonctionne avec le Wi-Fi, les connexions? Oui, avec Mouna, avec Orange. C'est possible. D'accord. Alors, c'est quoi l'application MyCanal? Est-ce que vous pouvez expliquer un peu à nos auditeurs? L'appli MyCanal, c'est une application qui permet aux abonnés de regarder quand ils veulent et où ils veulent, à travers leur téléphone, leur tablette, leur ordinateur et leur Smart TV. Avec ce MyCanal, vous pouvez télécharger vos programmes et après, hors connexion, vous pouvez les regarder. Et avec le MyCanal, vous pouvez créer des profils, par exemple un profil Kid pour les tout petits,
Vous pouvez regarder un multi-live. Vous avez 4 programmes que vous ne voulez pas rater. Avec le MyCanal, vous pouvez les regarder en même temps. Vous regardez en simultané. Et avec MyCanal, vous pouvez réactiver les images. Vous l'avez dit tantôt, l'arrivée de Netflix sur Canal, comment ça se passe? Expliquez. Le Netflix, c'est un service streaming par abonnement qui offre des vastes catalogues, des séries, des films, des documentaires et des dessins animés. Donc dans des appareils connectés. Et avec Netflix aussi, vous pouvez télécharger. Après, hors connexion, vous pouvez regarder. Et avec le Netflix, avec déjà le décodeur connecté, vous pouvez avoir le Netflix sur l'écran. Ou bien avec le téléphone, la tablette, les ordinateurs. Y a-t-il une nouvelle pour les amoureux du football? Actuellement, il y a la reprise des championnats qui était tant attendue. Surtout, il y avait tellement de matchs qui sont passés sur les chaînes de Canal et les chaînes de DSTV. Aujourd'hui, il y a plein de matchs qui doivent passer aujourd'hui. Il y a Liverpool qui doit jouer contre Atlético à 18h sur Super Sport Pro A. Et il y a Paris Saint-Germain qui doit jouer contre Atlanta à 18h55 aussi sur Super Sport. Et demain, il y a un match qui doit jouer sur Canal Plus Sport 3 qui est le Newcastle contre le Barça. Je ne sais pas si vous êtes les Barcelonais ou les Madrilènes. C'est la Maison Blanche. La Maison Blanche. Bon, là, hier, quand même. Vous avez entendu M. Touré. Ah, mais j'ai compris M. Touré quand même. Bon, c'est ça. Et ce n'est pas que le foot seulement sur Canal+. On a des séries, surtout actuellement avec Novelas. On a La Patrona. Il y a plein de séries. On a The Last Kingdom, la saison 2 qui joue sur les chaînes de Canal+ actuellement. Et on a des dessins animés pour les enfants, surtout et on a une chaîne éducative du nom de Nathan Plus qui donne des cours en plus, des cours d'orthographe, de grammaire et de calcul d'arithmétique. Donc c'est un plus pour les enfants, surtout vers la rentrée qui est actuellement, donc c'est un plus. Alors beaucoup de nouveautés, hein? Est-ce qu'on a laissé quelque chose? Non, je pense pas qu'on a laissé quelque chose. Là, je dirais aux clients, ils peuvent se réabonner via Orange Money, via Momo, MTN. Ils peuvent passer aussi dans nos différents stores pour faire le réabonnement. Et pour les nouveaux abonnés, les clients qui ne sont pas encore abonnés, ils peuvent passer le décodeur juste 40 000. L'installation à partir d'Évasion et l'installation est offerte. On va l'affecter à un technicien agréé de Canal+, qui va aller faire l'installation. Donc c'est ça. Monsieur Touré, vous avez là devant vous la responsable boutique de Canal+. Vous êtes un abonné déjà? Vous n'avez pas de questions, vous n'avez pas d'inquiétudes? Non, peut-être que la question c'est de demander est-ce que vous avez tenu compte du pouvoir d'achat des populations guinéennes pour fixer le prix d'abonnement ou de réabonnement. Et est-ce que vous pensez que l'abonnement en prenant la Guinée et la sous-région, quelle comparaison vous pouvez faire en termes du prix, en termes d'abonnement? Bon, je dirais le prix, il est acceptable. Parce que vu le tout canal qui était à 640 000 et maintenant il est à 384 000. Et en plus de ça, il est enrichi. L'option qui était l'option de Super Sport, qui était une option qui était payante, maintenant elle est gratuite avec le tout canal. Et vu aussi l'arrivée de Netflix, qui était tant attendue chez nous. Donc je pense que bon, les formules ils sont bons et le prix aussi il est acceptable. Parce qu'il y avait une formule de 100 000 qui est maintenant à 84 000. Je pense que les prix sont raisonnables par rapport aux autres pays. C'est quoi le bas tarif chez Canal+? C'est la formule. En termes de décodeur, les formules? Les formules, c'est à partir de 80 000. Mais vu un nouvel abonné, actuellement le booster, qui est le back to school, c'est à partir d'Évasion. C'est à partir d'Évasion. 164 000. 163 540. Donc c'est à partir de cette formule et l'installation elle est offerte.
et vous avez une garantie de 6 mois pour l'installation. C'est bon, M. Touré? Oui, c'est bon. Vous êtes abonné? Oui, je suis abonné. Vous avez l'habitude de payer quelle formule? Oh là là, j'ai l'habitude de payer la formule, c'est Évasion Plus, je crois. On n'a plus Évasion Plus. Ou bien c'est quoi? C'est tout canal alors? Non, c'est Évasion simple. C'est la formule de simple. 164 000. Voilà, c'est ça. Et moi, je vais vous conseiller de prendre la formule de tout canal, de nouveau tout canal. Il n'y a pas de souci. Et avec cette formule, toute la famille sera satisfaite. Il n'y a pas de souci. On essaiera de le faire. Inch'Allah. Merci. Merci, M. Touré. Avec les moyens, le tout canal, vous avez dit, c'est combien maintenant? 384 000. Ben, ça dépend aussi des moyens que nous avons. Hein. 300 par mais vu le contenu, je pense que c'est satisfaisant. Oui, c'est satisfaisant. D'accord. Alors, Madame Kadiatou Chérif Diallo, responsable boutique chez Canal+, est-ce que vous avez un dernier mot à dire par rapport à tout ça? Je dirais les clients. Je lance un appel par rapport aux clients qui ne sont pas encore passés faire leur abonnement. Ils peuvent passer parce que la promo finit le 26 septembre. Et les clients qui ne sont pas encore réabonnés, pour qu'ils puissent bénéficier des 15 jours, donc il est temps de passer en boutique ou bien de le faire avec Orange Money ou bien Momo pour qu'ils puissent bénéficier des 15 jours d'Auto-Canal avant le 26. Vous l'avez compris, profitez, vous avez dit, c'est du booster. Du booster sur Canal+. Avant, le 26. Avant le 25, le 26 septembre. Le 26 de ce mois, exactement. Oui. Merci, Madame Kadiatou Chérif Diallo. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup et passez une excellente journée. C'est un plaisir. Je me tourne vers vous, M. Mahmoud Touré, avant de clore cette émission. J'ai envie de savoir, aujourd'hui, nous parlons de la Constitution, le projet de nouvelle Constitution. Il y a le 8, nous avons visionné des vidéos, les témoignages à travers la campagne référendaire un peu partout. Le 8 prime toujours. Est-ce que quand on dit non, est-ce que si le Guinéen dit non à la Constitution, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que cela aura un impact sur la vie sociale? Ben écoutez, Madame Kébé, il y a toujours de l'impact. Hein. Le oui aura de l'impact, le non aura de l'impact. Donc le oui, l'impact, c'est, comme on l'a dit, c'est l'application de tous ces 199 articles. Le non, ça veut dire que on demande à ce que soit on reprenne la consultation. La consultation, ok. D'accord. Le non, peut-être qu'on demande à ce qu'on reprenne l'inclusivité. On revienne auprès des populations. Ceux qui demandent à ce qu'on vote le non, ils ont leur raison. Pourquoi ils demandent le non? Et je pense que leur préoccupation, plus ou moins, pourra être prise en compte. Mais ça va allonger le processus transitoire. Donc ça veut dire que si on dit non, on reste dans la Constitution. Si on dit non, c'est qu'on attend encore à ce qu'une nouvelle consultation soit faite. On attend encore à ce que une nouvelle écriture de la future nouvelle constitution soit faite avant de revenir parler de campagne référendaire jusqu'au vote. Est-ce qu'on est prêt à attendre tous ces éléments? 5 septembre 2021, 5 septembre 2025, ça fait déjà combien d'années? Est-ce qu'on est prêt à attendre encore un certain nombre d'années? Je pense que les partisans du non pourront mieux nous expliquer cela. Les partisans du oui aussi pourront nous dire pourquoi ils veulent tout de suite que nous quittons dans cette transition. Donc il va sans dire que pour le oui, que pour le non, il y a toujours un impact. Il y a toujours un impact. Quel que soit le problème, il y a l'impact. Donc, je ne peux pas me mettre dans la place du non, mais nous faisons l'analyse. Quand on dit le non, ça veut dire éventuellement on suspend la Constitution, on bloque toutes sortes d'élections et puis on reprend le processus. Et quand on reprend le processus, ça veut dire que nous restons dans cette période de transition. Et quand on reste dans cette période de transition, ça veut dire que les institutions sont suspendues. Ça veut éventuellement dire que même les institutions internationales, les bailleurs de fonds, eux aussi vont attendre parce qu'ils ont besoin de stabilité politique pour pouvoir
investir, parce qu'on ne peut pas investir dans un pays où il n'y a pas de stabilité politique. Voilà, c'est cette stabilité politique qui va garantir mon investissement. C'est cette stabilité politique qui va garantir ma liberté. On a parlé de liberté. On a parlé de droit et de devoir. Donc, si le droit, le devoir, la liberté ne sont pas garantis par des institutions stables, il va sans dire que ce soit les bailleurs de fonds à l'interne comme à l'externe, tout sera bloqué. On attend. On va attendre. Quand on va finir la transition, on viendra investir. Mais quand est-ce que ça va finir? Donc je pense que les partisans du non auront leur réponse par rapport à cela. Les partisans du oui ont leur réponse. Mais nous, l'analyse qu'on fera, c'est que le oui, on veut au soir du 21 septembre, au lendemain du 21 septembre, nous sommes dans une nouvelle ère. Dans une nouvelle ère. Okay. Et le non, eux, ils diront simplement qu'on attend à ce que ils ont plus ou moins peut-être leur raison. Oui. On attend à ce que certains principes, certaines dispositions dans cette nouvelle constitution soient réglées d'abord. Peut-être qu'eux, ils pensent que le pouvoir est beaucoup plus trop grand au niveau d'un individu, au niveau de X ou de Y. Ils veulent beaucoup plus d'allègement de ce pouvoir. Donc, ils ont leur raison, ils sont mieux placés à expliquer cela. Mais qu'à cela ne tienne, les partisans du non ne contextent pas tous les articles. Exactement. C'est ce qui est important. C'est quelques articles qui sont... Est-ce que pour quelques articles, on doit suspendre? D'accord? Parce que la Constitution, c'est un document dynamique. Voilà, donc on peut toujours... changer. Voilà, modifier. Modifier, exactement. Voilà, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ce texte fondateur, on a parlé de ce point important pour le citoyen lambda. Est-ce qu'il y a des points plus importants pour le pouvoir exécutif? Eh bien, écoutez, le pouvoir exécutif, le point plus important, c'est qu'aujourd'hui, pour être président de la République, il faut avoir ses 40 ans. Voilà. 40 ans au moins. Et puis 80 ans au plus. Donc, ça veut dire que ça donne la possibilité déjà à tous les citoyens guinéens qui sont dans cet intervalle d'âge de pouvoir se présenter. Ça permet aussi à tout citoyen guinéen de se présenter aux élections présidentielles, et même s'il n'appartient pas forcément aux grands partis politiques. D'accord? Voici pourquoi on a parlé de candidature indépendante. Donc chacun peut se présenter. D'accord? Et aujourd'hui, lorsque vous êtes président de la République à travers cette nouvelle constitution, vous faites une déclaration de vos biens. Oui. Voilà, il n'y a rien de flou. On saura qu'est-ce que vous avez et on saura qu'est-ce que vous avez après votre mandat. Et il faut dire aussi que peut-être que c'est quelque chose qu'il faut vraiment insister là-dessus, c'est le mandat qui est renouvelable une fois. D'accord? Et aussi qui passe de 5 à 7 ans. D'accord? Donc 7 ans de gestion, tu as vraiment la possibilité de mettre en place toutes sortes de projets à court, à moyen et à long terme. Parce que 2 mandats, ça fait déjà 14 ans. 14 ans, tout projet de développement peut se réaliser à ce niveau-là. Voilà, donc c'est vraiment important de rappeler ça. À ce niveau, mais est-ce qu'il est possible qu'un président acquiert un bien pendant son mandat? Non, la Constitution lutte comme ça. Okay. Dans cette Constitution, au-delà même du président, tout fonctionnaire en République de Guinée ne peut se prévaloir d'un bien public ou privé en se servant de son poste de responsabilité. Et au-delà de lui-même, il est interdit de passer même par personne interposée. D'accord? Donc ça veut dire que le président ne peut pas, ou un élu local, ne peut pas te servir de sa responsabilité, de son poste de responsabilité pour avoir ou acquérir un bien, un domaine de l'État. C'est pas possible.
d'accord, ou bien puiser de l'économie de son poste de responsabilité pour s'acheter un bien privé. C'est pas possible. Ou aussi s'en servir de cette économie-là pour mettre à la disposition d'une tierce personne afin que cette personne-là s'en occupe. Donc, c'est des éléments qui ont été réfléchis et ont été développés, et ça peut être des éléments d'audit, d'enquête pour tous ceux qui vont briguer la magistrature suprême et tous ceux qui auront la chance de nomination ou même de l'élection. Mais est-ce qu'il n'a pas d'économie personnelle avec lesquelles il peut obtenir un bien privé? Oui, mais lorsque nous sommes en fonction, il faut épargner. Je pense que la manière pour nous de pouvoir être entrepreneur ou atteindre un certain objectif de développement, c'est l'épargne. Ça veut dire que pendant que nous sommes en fonction, il faut épargner. Il faut épargner. Je pense que même en ressources humaines, on enseigne aux étudiants la gestion même des carrières et puis aussi la préparation à la retraite. Donc il faut, pendant que nous sommes en fonction, c'est en ce moment il faut préparer ta retraite. La vieillesse se prépare pendant que nous sommes jeunes. Mais si dans cette jeunesse-là, on se lance dans certaines activités sans penser qu'à un moment donné, la force physique, intellectuelle que nous avons va vraiment diminuer ou à un moment donné disparaître. Donc c'est pendant ce temps qu'il faut préparer ta retraite. Donc pendant que le président au pouvoir, un élu local au pouvoir, un responsable au pouvoir, je pense que vous avez la possibilité d'épargner. Et c'est de l'épargne-là, vous pouvez investir. On n'épargne pas pour épargner, on épargne pour investir. Je pense que Robert Kiyosaki, dans son entreprise du 21e siècle, en parlait. On est employé. En tant qu'employé, vous avez un salaire. Et si vous restez dans cet élément de salaire jusqu'à la fin de votre vie, vous ne serez jamais riche. Pour être riche, avec le salaire que vous percevez, il faut épargner. L'épargne, vous passez de l'épargne à l'investissement. Donc, vous investissez dans les projets, n'importe lequel qui vous tient. Donc, quand vous investissez dans ce projet et de l'investissement, vous devenez entrepreneur. Et de l'entrepreneur, ça vous permet d'avoir beaucoup plus de moyens, et pour pouvoir cette fois-ci des moyens, ça devient des moyens à justifier. Ça veut éventuellement dire quand on mène de l'audit avec la traçabilité de tout ça, tu pourras justifier l'obtention de ce bien. Voilà, c'est ça l'objectif. C'est la justification de l'obtention de X bien ou de Y bien. D'accord? Voilà. Merci à vous, Monsieur Touré, Maman Touré, pour ces éclairages apportés. Merci à vous tous. Nous sommes donc au terme de cette émission. Le Scanner, une émission qui permet de comprendre l'actualité en ce moment de campagne référendaire, la lecture des articles de ce texte fondateur pour permettre à tout un chacun de comprendre son contenu. C'est le moment pour moi de remercier nos invités, M. Mahmoud Touré, consultant, sociologue, analyste politique. Merci à vous de toujours répondre à nos invitations. C'est un plaisir. Plaisir partagé. Merci à vous, Madame Chérif Kadiatou Chérif Diallo, responsable boutique chez Canal+. Merci beaucoup. Le plaisir, il est partagé. À vous, auditeurs et téléspectateurs de Kavi TV et Kavi FM, merci d'être des nôtres. À très vite pour un autre numéro. Kavi